Bonjour Guillaume Dozou. Bonjour Richard, bonjour à tous. Merci, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de cette année-là. On va évoquer aujourd'hui avec vous quelqu'un qui compte dans l'histoire de la musique, chanteur, compositeur, producteur. C'est monsieur David Bowie, et il y a, j'imagine, beaucoup à dire sur un tel personnage. Ouais, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui a une grande carrière et qui continue de travailler. Ouais. Donc David Bowie, oui, il y a beaucoup de choses à dire. C'est quelqu'un qui, c'est un Anglais déjà, qui est né juste après la guerre. Ouais. Donc, À Londres. À Londres, exactement, dans le quartier de Brixton d'ailleurs, pour être précis. Et donc David Bowie démarre très très vite la musique. Il a à peine 20 ans et il est déjà professionnel dans la musique. Ouais. Son premier instrument d'ailleurs, c'est le saxophone. C'est pas un instrument qu'on voit beaucoup jouer ensuite, mais il intègre des petites formations et donc il commence à toucher des cachets finalement en 64. Donc c'est quelqu'un qui démarre très très tôt et qui surfe tout juste sur la vague Beatles, quoi. Donc dans les années 60, il y a une carrière qui démarre dès les années 60. Est-ce que c'est un peu hésitant au départ? Est-ce qu'il sait quel style musical il va adopter? Est-ce que ses débuts sont hésitants? Son premier album est pas du tout représentatif de la suite. Il fait quelque chose d'assez rhythm and blues finalement. Donc, comme beaucoup à cette époque-là, on s'inspire de l'ambiance qui vient plutôt des États-Unis et donc tout ce qui dérive du jazz. On est vraiment encore au début des années 60. Donc, le rock and roll à proprement parler a posé quelques bases peut-être avec Elvis Presley, mais il n'y a pas grand-chose de plus là-dessus. Donc, Bowie fait quelque chose plutôt dans ce goût-là au début de sa carrière. Donc en 67, le premier album s'appelle tout simplement David Bowie. Ouais. Il est trouvable, on peut l'écouter, mais c'est largement pas un de mes préférés, ça c'est sûr. D'accord. Quel style musical sur ce premier album? Vraiment rhythm and blues. Vraiment rhythm and blues. Ouais, rhythm and blues, un petit peu de rock and roll. Est-ce que ça marche Alors au départ? Pas forcément, non. Ça sort en Angleterre sur un tout petit label, et puis ensuite le disque est repris aux États-Unis, ça sort sous un autre nom. Il essaye, la maison de disques en tout cas, essaye de faire marcher un peu tout ça. Il n'y a pas de single exceptionnel dans le premier album de Bowie. C'est le deuxième par contre, où là ça commence à exploser. Ouais. Et le deuxième, on est toujours dans les années 60? Oui, le deuxième c'est 69, et donc là c'est Space Oddity, et avec le titre, oui forcément le titre Space Oddity qui sort en single, et là il commence à se passer quelque chose effectivement. Quoi. Il y a quelque chose qui se passe également dans la production et dans le son sur ce deuxième album là. Il y a une patte Bowie qui commence à s'installer, non? Il y a un premier travail sur la production, un gros... on va dire un gros boulot finalement, puisqu'on a Sgt Pepper est sorti. Je refais toujours le parallèle avec les Beatles parce que c'est un groupe anglais qui a vraiment révolutionné la façon de travailler. Et puis c'est bien de baliser les choses finalement. Voilà, donc Sgt Pepper est sorti, et on a un producteur qui s'appelle Tony Visconti, qui est, je pense, bien connu du monde de la musique, et qui va chapeauter les débuts de carrière de Bowie, et qui va le pousser à être très créatif dans le choix de ses sons, le choix de ses instruments. Le fameux Tony Visconti. Eh oui. Et ouais, grand producteur. Voilà. C'est vrai que c'est un des producteurs les plus connus à l'époque. Ils vont rester ensemble longtemps, Visconti et Bowie? Il y a quelques albums, ils font 3 albums, quelque chose comme ça. Mais on va dire que c'est vraiment les fondations de la carrière de Bowie se fait avec l'aide de Tony Visconti, ça c'est sûr. L'image de David Bowie, donc Guillaume, qui va... alors ça c'est important de parler de l'image pour Bowie, parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer avec son physique, avec son image et avec tout un univers, je crois qu'on peut le dire. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche à avoir une vraie identité et à chaque album finalement. Il prend le pas très vite, en 71 par exemple, sur sa pochette d'album, il est en robe. Il est vraiment habillé en femme sur un divan, une pose lascive, et donc il commence à susciter une question rien qu'avec la pochette de l'album. On connaît pas forcément la musique, mais on connaît David Bowie, il se passe quelque chose visuellement, quoi. Il fait le buzz.
Oui, c'est un peu ça, effectivement, quoi. Bon, après, je sais pas si on achète l'album en espérant entendre sa robe sur le disque, c'est pas possible, mais il se passe un truc ici. Et bon, l'album, c'est The Man Who Sold the World, donc a été repris beaucoup plus tard par Nirvana et qui continue de faire carrière. Mais rien qu'avec ça, oui, il se passe quelque chose, et donc bah, c'est son troisième album. Ensuite, Mhm. on aura Bowie qui se maquille beaucoup, toute l'époque Ziggy Stardust où on a des costumes Et on va y revenir. voilà, Ouais, Ziggy j'imagine Stardust, on bien. va y revenir forcément. On a vraiment une entité visuelle importante et y compris sur scène où Bowie va beaucoup jouer avec les costumes et n'hésitera pas à changer de costume plusieurs fois pendant les spectacles, comme a pu le faire beaucoup plus tard Freddie Mercury par exemple. Alors nous sommes bien d'accord que cette envie de se déguiser, de se grimer, de jouer avec une certaine ambiguïté sexuelle, ce n'est pas fait pour masquer un manque de créativité musicale. Non, pas du tout. Je pense que ça sert même plus le disque qu'autre chose, quoi. Pour Ziggy Stardust, c'est un concept album, donc c'est un album qui raconte une histoire du début à la fin. Et bah, quand il fait des concerts Ziggy Stardust, enfin, les musiciens sont habillés d'une certaine façon, lui est habillé en Ziggy Stardust et il raconte l'histoire. Mhm. Donc c'est vraiment un support, on va Au dire, disque. complémentaire au Ouais, disque. on Ouais, est ouais. véritablement dans l'album concept. C'est ça, on n'est pas Ouais. là pour lancer de la lumière et du maquillage pour faire oublier que la musique est faible. Non, c'est vraiment complémentaire. Oui, parce que dans le même Mm. temps, les albums restent des albums de qualité, hein, et notamment ceux du début des années 70, Oui, on peut c'est le dire. ça. C'est des albums qu'on peut écouter encore maintenant avec grand plaisir. Non, on n'a plus besoin on n'a pas besoin en tout cas d'avoir le support visuel pour apprécier la musique de Bowie. Il y a eu justement hein, ce maquillage de David Bowie, assez étonnant hein, pour un personnage masculin à l'époque. Mm. On peut dire qu'il bouscule les codes. On se souvient qu'en France, par exemple, Patrick Juvet va très largement s'en inspirer au début des années 70. Mhm. Mais cette façon de se maquiller, de se grimer, va forcément titiller la curiosité de la presse, des journalistes, et on va sans arrêt lui parler de sa sexualité. Il va devoir à chaque fois s'expliquer, bisexuel, pas bisexuel, hétérosexuel, etc. etc. Ouais, Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Bah oui, parce que c'est une façon de parler de Bowie qui est pas forcément la plus intéressante artistiquement. Et puis, enfin, il joue un peu avec ça aussi parce que tout au long de sa carrière, sur les 25 dernières années, il y a tantôt une interview où il en parle, il dit bah oui, je suis intéressé par les hommes, par les femmes. Et un autre jour, 5 ans plus tard, il dit bah non, j'ai juste dit ça pour amuser la galerie. Et puis il dément. Et puis, enfin ça n'en finit jamais, quoi. Ouais, donc lui-même s'amuse finalement de cette ambiguïté-là et de Oui. cette question qui revient sans cesse depuis près de 40 ans. Oui, oui, bien sûr. Bon, après, il n'hésite pas à dire non plus que bah, pendant qu'il répond à ces questions-là, bah, il n'est pas en train de travailler sur autre chose ou il n'est pas en train de dire des choses plus intéressantes. Donc il ramène quand même ça à quelque chose d'assez inintéressant finalement. Venons-en maintenant, Guillaume, à Ziggy Stardust. Ziggy Stardust est un personnage que Bowie va lui-même créer de toutes pièces. C'est un peu son double, on peut le dire comme ça? Oui, à ce moment-là, oui, c'est même complètement son double, hein. Il y a David Bowie d'un côté et oui, Stardust de l'autre, à tel point d'ailleurs que le jour du dernier concert de la tournée pour l'album Ziggy Stardust, il dit bah voilà, c'est mon dernier concert. Il l'annonce comme ça. Alors le public est médusé et la presse reprend ça, c'est mon dernier concert. Donc Bowie arrête la chanson. Et ce qu'il fallait comprendre en réalité, c'est mon dernier concert, c'est le dernier concert de Ziggy Stardust. Les prochains concerts, bah, il s'appellera David Bowie. On ne va pas voir Ziggy Stardust en concert, on va voir David Bowie. Donc il tue Ziggy Stardust le dernier jour de la tournée. Et Mhm. ensuite, il utilisera l'album, il jouera quelques morceaux évidemment dans ses autres concerts, mais il ne fera pas de nouveau, je sais pas, le fait de jouer l'album du début à la fin comme il a pu le faire à ce moment-là. On est donc là dans un glam rock très sophistiqué, hein, avec des spectacles flamboyants. Ah bah c'est le début du glam rock, c'est même lui qui invente enfin, évidemment pas le terme, parce qu'il y a un journaliste qui s'en est chargé, mais c'est lui oui, qui pose les bases du glam rock. On a des spectacles très, on va dire, fluo, rose, orange, très flashy. Enfin, on en prend plein les yeux. Et la musique en support fait quelque chose de vraiment très, oui, très sophistiqué, comme vous disiez tout à l'heure, pour les spectateurs de l'époque. Ouais. Et là encore, toujours des albums de qualité, toujours des albums cités en référence. Oui, alors il a une période
après Ziggy Stardust, un peu plus sombre, il part à Berlin pour faire 3 albums avec notamment Brian Eno, avec des gens qui sont plus, on va dire, dans une mouvance électronique et électroacoustique, donc des choses un peu plus expérimentales, justement pour se démarquer complètement de cette période Stardust qui est finalement très explosive, très arc-en-ciel, quoi. Mhm. Donc il revient à des choses un peu plus sombres, et c'est le temps de 3 albums, mais qui sont vraiment à conseiller aussi, puisque bon, on va retrouver des ambiances un petit peu à la Velvet Underground, avec Lou Reed, avec des gens comme ça qui gravitent autour de Bowie. Ouais. Et puis la collaboration avec Brian Eno, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vraiment un moment très important, je crois, de sa carrière. Ces deux-là se sont vraiment bien entendus. Oui, Eno sortait d'un autre groupe qui marchait beaucoup chez les ados anglais, qui s'appelle Roxy Music. À l'époque, on avait T-Rex, on avait des groupes comme ça qui marquaient leur époque. Plutôt chez des ados, donc, et Eno est parti avec Bowie. On a l'impression qu'ils se sont enfermés tous les deux pour travailler, et notamment sur la production. Là, c'est vraiment encore un fait marquant. Après Tony Visconti, on a Brian Eno. Et puis le David Bowie que le public connaît bien, que le grand public connaît bien, c'est celui des années 80. Là, on Eh a oui. affaire à un David Bowie un peu plus viril, si je puis dire, hein. Oui, enfin, je vous conseille de revoir quand même un clip avec Mick Jagger, où la virilité n'est pas. Quoique, en effet, parce que je connais le clip en question Voilà. et on ne peut pas dire qu'on a affaire là à Voilà. deux personnages forcément virils, voilà, C'est si je ça, puis dire. c'est ça. Alors allez-y, C'est très profitez-en. coloré, c'est très C'est- coloré, il y a voilà, de jolis impairs colorés Oui, les également. imperméables sont Ouais. là. Non, c'est vrai que là, on pense à Let's Dance, par exemple, à 83, où là, on est vraiment dans quelque chose. De toute façon, le titre est là, hein, Let's Dance, dansons. Là, on est vraiment dans quelque chose de très 80s. Et on va dire que le public que s'était fait Bowie jusque-là coupe les ponts, quoi. Il se génère un nouveau public à partir des années 80. Ça, c'est amusant. Et, Il y a vraiment une partie du public qui s'en ouais, va. ouais, il y a un gros break à ce moment-là, parce que on a des titres comme Ashes to Ashes, Let's Dance, des choses qui sont vraiment pop finalement. Ouais. Et les fans de Bowie, de Ziggy Stardust, ont pas du tout envie d'entendre Let's Dance. C'est la période où Bowie fait la tournée des stades, des choses donc vraiment très. Avec des shows gigantesques. Voilà, et puis la musique de Bowie, finalement, des années 70 est un peu plus intimiste. On n'écoute pas Space Oddity dans un stade de 80 000 personnes, quoi. Mhm. Let's Dance s'y prête. Donc là, il y a un vrai break avec le public de Bowie. Et puis évidemment, c'est l'époque des clips, c'est Voilà. l'époque de MTV, Ouais. et c'est un support dont il va très largement se servir. Ah oui, 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 ça c'est mais l'image d'une manière générale, hein, Bowie a fait beaucoup de cinéma aussi pendant sa carrière. On va en parler, je pense, tout à l'heure, mais le, le, les clips de Bowie sont quand même intéressants, quoi. Même si techniquement maintenant il y a des choses qui vont nous paraître vraiment arriérées, l'utilisation de fond bleu, des choses comme ça un peu, maintenant, oui. À l'ancienne, quoi, finalement, des choses en vidéo aussi, un peu qui ont un peu pâli, mais il utilise beaucoup le clip vidéo, il intervient dans les émissions télé, enfin, il n'est pas du tout étranger au monde people, on dirait maintenant, donc toutes les sorties de Bowie sont très remarquées. Alors on revient donc à David Bowie, et puis on peut peut-être en quelques mots, Guillaume, revenir sur ce qui s'est passé après les années 80, parce que là on a des albums qui sont pas forcément de mauvais albums, hein, bien au contraire, mais qui sont un peu moins connus du grand public. Oui, il n'y a pas de tube dans ces albums-là. Les albums des années 90 et même 2000 sont, on va dire, plus un retour aux sources. On a vraiment des chansons un peu plus intimistes. On n'a pas de grandes envolées comme on avait dans les années 80. Il revient à quelque chose de beaucoup plus proche de ce qui nous avait fait connaître dans les années 70. Même si la musique électronique est toujours là, même si on voit intervenir des groupes qui ont été bercés par la musique de Bowie, des groupes très électroniques comme Nine Inch Nails par exemple, ou des choses très, on va dire, très pointues et assez violentes. Bowie, lui, travaille avec ces gens-là, quoi. Donc il évolue aussi avec les générations qui l'ont suivi. Et on a des albums
intimistes, assez expérimentaux également, mais ça permet à Bowie de finalement retrouver le public qu'il avait perdu dans les années 80. Qu'est-ce qu'on peut dire de Bowie au cinéma maintenant? On sait qu'il y a des rôles importants, notamment Les Prédateurs avec Catherine Deneuve. Ouais. On peut citer Furio également. Oui, effectivement. Bowie fait du cinéma très très tôt dans sa carrière. C'est peut-être le fait qu'il manipule beaucoup son image. Et dès 76, il fait un film où il incarne un extraterrestre qui s'appelle, le film s'appelle L'homme qui venait d'ailleurs. Et c'est pour les fans de Bowie, mais même pour les cinéphiles, c'est quelque chose à voir parce que d'une part, c'est la première apparition de Bowie sur un film et c'est un film intéressant, quoi. C'est un extraterrestre qui arrive échoué sur Terre et il sait pas trop ce qu'il fait là. Et donc c'est notre ami David Bowie. Et c'est pas forcément une série Z alors? Pas du tout, non, c'est vraiment recommandable, quoi. Ouais. Il a fait des choses un peu plus discutables, notamment une voix pour Bob l'éponge en 2007. Bon, ouais, ça, c'est moins, ils sont tous passés par là. c'est moins glamour, hein. mais on peut y aller. Furio, effectivement, Furio qui a vraiment un très très bon film. Et là, une fois de plus, dans Furio, il joue sur l'ambiguïté hétérosexuelle, homosexuelle. Ouais. C'est un film vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et puis, il n'hésite pas non plus à bosser avec Scorsese, par exemple, sur La dernière tentation du Christ. Et enfin. C'est toujours très éclectique finalement les choix de Bowie. Hein. Ouais, Qu'il s'agisse de musique ou de cinéma, on est dans quelque chose de très très vaste. Oui, et puis On n'a pas de chapelle. il touche à beaucoup de choses, en effet. Il joue dans Twin Peaks, par exemple. Il fait un rôle, il intervient 1 minute 30 dans le film qui clôt la série Twin Peaks. Il dit des phrases, aucun spécialiste de David Lynch a jamais compris ce qu'il raconte. Pourtant, c'est de l'anglais, enfin, les phrases se tiennent, hein. Mais il remet en cause complètement la série juste par son intervention. Il joue dans, je sais pas, Basquiat, par exemple, où il joue le rôle d'Andy Warhol. Et là, c'est intéressant parce que Andy Warhol, c'est quand même, on va dire, un de ses pères spirituels. Pour justement la manipulation de l'image, le côté célébrité. Donc Basquiat, le film qui racontait l'histoire du peintre. Hein, voilà, c'est ça, l'histoire de Jean-Michel Basquiat, en effet. Et donc, on le disait tout à l'heure, Les Prédateurs, ça c'est un peu plus ancien, Les Prédateurs, hein, c'est le début des années 80, c'est Catherine Deneuve, c'est un film culte, ça. Film de vampire, en plus. Film de vampire, ouais. Donc, oui, effectivement, là on joue... alors, c'est quand même assez marqué années 80 esthétiquement. Donc là, on est vraiment dans le Bowie des années 80. Enfin, les vêtements, les façons de filmer et tout ça sont quand même assez marqués. Et puis le thème du vampirisme, qui était plutôt accroché à l'époque aux films d'horreur, films fantastiques, donc vraiment films de genre. Et là, avec Bowie et Catherine Deneuve, on fait rentrer le vampire, on va dire dans le grand public finalement. Quoi. Donc mais c'est un film qui est intéressant à voir, effectivement, Les Prédateurs. Dans les années qui viennent, David Bowie, on le verra plus dans les salles de cinéma, sur les scènes du monde entier. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles grandes tournées, ou est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui va multiplier les expériences mais n'a plus forcément envie de connaître connaître ces périodes grandiloquentes qui l'ont un peu caractérisé, si je puis dire. Aujourd'hui, Bowie a 65 ans, quelque chose comme ça. Ses albums sont, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus intimistes, donc je le vois plus, en ce moment en tout cas, c'est le cas, faire plutôt des interventions ou donner des coups de main de temps en temps à des groupes, ou alors, intervenir en guest quelque part, mais les albums de Bowie maintenant sont très très rares, quoi. C'est vraiment le début des années 2000, quoi, 2002, 2003. Oui, je crois que ça doit dater de 2003. Hein, et puis, voilà, c'est ça, oui, 2003 Reality. Et on a un Bowie qui s'est nettement calmé, quoi. Donc, artistiquement, peut-être un nouvel album de Bowie, ça serait intéressant, parce que là, il a quand même 8 ans de gestation, donc on peut imaginer pas mal de choses. On peut imaginer qu'il a eu le temps d'en préparer, en tout cas. Par exemple, c'est aussi quelqu'un qui fait de la peinture, qui sculpte aussi, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont autour, qui l'occupent. Mais bon, pourquoi pas, moi j'espère un nouvel album de David Bowie qui soit intéressant. Nous souhaitons des nouvelles de David Bowie, artiste très coloré, et c'était intéressant d'avoir votre éclairage sur David Bowie cet après-midi. Merci mille fois, Guillaume Dozou. Merci, Richard.